Владимир Владимирович Путин. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия. Nous sommes sur la place rouge de Moscou. C'est ici que bat le cœur de la Russie. Ici aussi que son indéboulonnable président, Vladimir Poutine, déjà 24 ans à la tête du pays, est venu s'exprimer au lendemain de sa réélection pour flatter l'esprit patriotique et guerrier de son peuple. Что касается Новороссии, что касается Донбасса, их путь на родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все-таки мы сделали это. Le retour de la Grande Russie, c'est la promesse avec laquelle Vladimir Poutine assoit sa domination sans partage sur son peuple. Et si certains résistent encore, ici ou en exil, beaucoup d'autres adhèrent à cette vision fantasmée d'une Russie menacée par l'Occident, par la France, qu'ils sont prêts à défendre au péril de leur vie. Pendant 10 jours, nous sommes allés à la rencontre de ces Russes qui soutiennent le régime de Poutine, malgré les souffrances causées par la guerre. Voilà, c'est mon fils. Il allait avoir 33 ans. J'étais commandant d'une unité d'assaut. On peut dire que la Troisième Guerre mondiale a commencé. Un voyage dans une Russie verrouillée, quasi interdite aux médias occidentaux. Non, il vous faut une accréditation. Vous ne pouvez pas passer. À cause de ce qu'il a dit. Rien que d'être ici à discuter avec vous, on pourrait me le reprocher. Parce qu'on sait jamais, avec vous, les Français, toujours en colère à vouloir faire la révolution. Voici nos filets de camouflage pour les soldats. Et elles, ce sont nos couturières bénévoles. Et est-ce qu'il y a des gens qui ne soutiennent pas l'opération spéciale? Ça n'existe pas. Comment les Russes ont-ils appris à vivre avec les sanctions? Même si officiellement de nombreuses marques ont quitté la Russie, il nous reste leurs usines. Allez-y, goûtez. Quel horizon pour cette jeunesse qui n'a connu qu'un seul président. Chers soldats, vous nous sauvez et chaque minute, vous risquez votre vie. Peu à peu, Moscou s'extirpe de son manteau blanc d'hiver. Dans ces rues, toujours sous bonne garde, règne une étrange impression de flottement. La guerre est partout. Et nulle part à la fois. À son peuple, Poutine ne demande qu'une seule chose, vivre comme si de rien n'était. Surtout, ne pas poser de questions sur les 75 000 soldats qui seraient déjà tombés en Ukraine. Ne pas s'inquiéter non plus de la traque des opposants politiques. Ne pas se préoccuper enfin de l'isolement du pays, cerné par les sanctions occidentales. À Moscou, un lieu symbolise ce mirage d'une Russie insouciante. Le prestigieux quartier d'affaires Moskva City, dont les gratte-ciel ultramodernes tranchent avec l'austérité des immeubles soviétiques. Bon, là, clairement, on entre dans un autre monde. On n'a plus l'impression d'être en Russie. C'est costard, cravate, tailleur et grosse berline européenne. On a plutôt l'impression d'être à la Défense à Paris ou à Londres. Pourtant, depuis le début de la guerre, l'Europe et les États-Unis ont mis en place toute une batterie de sanctions pour affaiblir l'économie russe, et en particulier le secteur de la finance. On va essayer de comprendre si elles sont vraiment efficaces. Nous avons rendez-vous avec Alexei Antonov. Il est trader dans l'une de ses tours. Alexei, Bonjour. Jérémy, enchanté. Comment allez-vous? Super bien. En France, on connaît peu ce quartier, cette city de Moscou. Oui, c'est que le début. Il y a 15 ans, il n'y avait rien ici. Et tour après tour, ce quartier est né. Et maintenant, c'est le quartier des affaires.
Comment c'est possible que toutes ces tours soient sorties de terre si rapidement? C'est grâce à l'argent. La Russie est une place financière très importante. D'accord, donc la Russie est un pays capitaliste comme les autres. Oui? Pourquoi elle ne le serait pas? Ne vous fiez pas à son look de hipster européen. Alexei est un fervent défenseur du régime de Poutine. Vous, les Occidentaux, vous avez une vision biaisée et pervertie de la Russie. Vous nous voyez encore à l'époque soviétique avec tous ces immeubles effrayants, des tanks dans les rues. Ça n'a plus rien à voir avec ça. C'est possible de nous faire visiter la tour dans laquelle vous travaillez? C'est impossible? Donc c'est interdit pour nous, en tant que journalistes français, de monter avec vous? Oui, en quelque sorte. Non, pas vraiment interdit, mais mes associés n'aiment pas les Français à cause de Macron, à cause de ce qu'ils ont entendu à la télé. Le président français Emmanuel Macron évoque toutes les possibilités, y compris celle d'envoyer des soldats en Ukraine. Vous savez pourquoi Macron serre la main de Zelensky? C'est parce que Poutine n'a pas voulu le prendre au téléphone. À cause de ce qu'il a dit. Rien que d'être ici à discuter avec vous, on pourrait me le reprocher. Parce qu'on ne sait jamais avec vous, les Français, toujours en colère à vouloir faire la révolution. Mais j'ai une autre tour pour vous. Direction la tour Oko. 354 mètres de hauteur. Sortie de terre il y a tout juste 10 ans, c'est la 3e plus grande tour d'Europe. Une course vers le ciel. Waouh, c'est impressionnant. Pour permettre à Moscou de s'affirmer comme une place financière incontournable dans le monde. C'est le genre de bureau où vous travaillez? Non, c'est juste un bureau de l'un de mes amis. Il va le louer prochainement à un nouveau locataire. Mais depuis le départ de nombreuses firmes internationales, beaucoup de locaux sont aujourd'hui inoccupés. Cette tour-là, c'est la tour Mercury. Et celle-ci, plus loin, c'est la tour Fédération. C'est la 2e plus haute d'Europe. La première est aussi en Russie, à Saint-Pétersbourg. Elles sont super classe. Il y a aussi un héliport, mais on ne peut pas l'utiliser en ce moment. Les vols sont interdits à cause des circonstances militaires. Oui, c'est vrai que d'ici, la guerre semble assez lointaine. Et pourtant, il y a quelques mois, des drones kamikazes se sont abattus dans ces tours. Oui, c'est vrai. Donc la guerre se rapproche. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Le 30 juillet 2023, au milieu de la nuit. Plusieurs drones s'abattent sur des immeubles de ce quartier d'affaires de Moscou. Les attaques sont aussitôt attribuées à l'Ukraine par le Kremlin. Ça vous a rappelé que la guerre n'est pas si loin? Oui, on n'oublie jamais la présence du conflit. Parce qu'on lit les journaux, les gens en parlent beaucoup. Chacun de nous connaît quelqu'un qui est au front en ce moment. On n'y peut rien et on doit les soutenir. Justement, l'armée a besoin de toujours plus d'hommes pour aller se battre en Ukraine. Est-ce que vous craignez que ce soit un jour votre tour? Pas vraiment. En Russie, il n'y a pas de mobilisation obligatoire des soldats, comme c'est le cas en Ukraine. Les gars qui y vont sont volontaires. Si la situation reste comme ça, ça ira. Mais si les choses changent radicalement et que, par exemple, votre président décide d'envoyer ses gars en Ukraine, là, à ce moment-là, peut-être qu'ils auront besoin de moi là-bas. Pourtant, quelques mois après l'échec de sa conquête éclair de l'Ukraine en 2022, Vladimir Poutine a dû mobiliser à la hâte 300 000 hommes. Un vent de panique a alors traversé la Russie. En quelques jours, au moins 700 000 Russes ont fui leur pays pour éviter d'être enrôlés de force. Dans les milieux d'affaires aussi, la guerre a chamboulé le paysage. De nombreuses banques et multinationales ont quitté le pays. Rien qu'en France, le groupe automobile Renault, très implanté en Russie.
suivi par la Société Générale, le géant agroalimentaire Danone et les leaders français du luxe LVMH, Kering et Hermès. Alexei a alors vu de nouveaux propriétaires prendre leur place. Dans certains cas, les entreprises ont été revendues à des Russes, qui continuent donc la même activité, mais en leur nom. Il y a aussi beaucoup plus de Chinois et d'Indiens. Ils s'installent dans les bureaux laissés vacants. Avec le renforcement des sanctions occidentales, la donne a changé pour lui aussi. Désormais, j'investis surtout en Chine. Ils ont plein de très bonnes entreprises là-bas. Ça, c'est l'un de mes placements boursiers préférés. C'est une entreprise pétrolière très importante en Chine. Elle fournit l'armée chinoise, l'armée de la République populaire de Chine. C'est une super entreprise. Ils versent de très bons dividendes. Vous ne devez même pas connaître ce mot en Europe, à cause de vos crises économiques. Bien sûr qu'on le connaît. On vient justement d'apprendre que les entreprises du CAC 40 ont versé des dividendes records à leurs actionnaires en 2023. Et pour quel montant ? En Chine, les dividendes sont très élevés, vous savez, 15%. Et ça, c'est beaucoup. Malgré les sanctions, l'économie russe semble tenir le choc. Soutenue par ses nouveaux partenaires chinois et indiens. Dopée aussi par son industrie militaire qui tourne à plein régime. Le Kremlin promet même une croissance insolente pour cette année. 2,6%, contre 1% attendu en France. Mais derrière ces chiffres, la réalité est bien plus contrastée pour les habitants. Une famille du centre de Moscou, acquise à la cause de Poutine, a accepté de nous ouvrir les portes de sa cuisine. Je m'appelle Mariana Mayovska. J'ai vécu presque toute ma vie à Moscou. J'écris des livres sur l'histoire de l'architecture et j'enseigne cette discipline dans plusieurs universités. Je vois que vous avez beaucoup de magnettes sur votre frigo. On voit ici par exemple la Tour Eiffel. Vous avez voyagé en Europe, en France ? Oui, on a beaucoup voyagé dans une autre vie. On avait la chance de pouvoir voyager car mon mari a travaillé pour plusieurs multinationales. Et pourtant, vous vivez avec les sanctions occidentales, vous ne pouvez plus voyager, il y a eu beaucoup d'inflation, il y a beaucoup d'aspects négatifs. Bien sûr, ce n'est pas pratique, mais je pense qu'à certains moments de la vie, c'est important de savoir faire des sacrifices dans sa vie privée, quitte à souffrir un peu, du moment que c'est pour le développement du pays. Là, on est dans votre cuisine. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour cuisiner au quotidien? Ce café, par exemple, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce que vous pouvez me montrer? Je ne me suis jamais posé la question. Alors ce café, oui, on voit que c'est écrit en russe. Et d'ailleurs, la marque s'appelle maintenant Monarch. Avant, ça s'appelait Jacobs. C'était une marque allemande ou néerlandaise. Comme ce sachet de café, beaucoup de marques européennes ont vendu leurs usines à des Russes, qui n'ont ensuite eu qu'à changer l'étiquette. Même si officiellement de nombreuses marques ont quitté la Russie, il nous reste leurs usines. Elles continuent à produire à peu près la même chose. Là je vois des chocolats Raffaello. Ils sont fabriqués en Russie. C'est une marque qu'on a nous aussi en France. Oui, mais ils ont gardé les usines qui les fabriquent ici, en Russie. Donc toutes les entreprises occidentales n'ont pas quitté la Russie. Cette entreprise est restée en Russie. Voilà. D'accord. Les entreprises locales ont également appris à copier certains produits que la Russie ne peut plus importer. Donc ça, c'est du camembert fabriqué en Russie. Oui, mais ce n'est pas du vrai camembert français. Mais c'est quand même très bon. C'est-à-dire que les entreprises russes ont appris à fabriquer du camembert? Tout à fait. Vous savez, nous les Russes, on est un peuple très inventif. Quand on veut quelque chose, on trouve toujours un moyen de l'obtenir. Alors on va goûter. Alors,
Bon. Ça ressemble beaucoup. Ok. Non, c'est vrai, ça ressemble. Si c'était pas bon, on n'en aurait pas dans notre frigo. Mariana et son mari Constantine font partie de la classe aisée. Ils acceptent d'autant plus les contraintes du quotidien qu'ils sont persuadés que la guerre était inévitable. Leur président le répète en boucle à la télévision, la Russie n'avait pas d'autre choix. Элиты Запада не скрывают своей цели. Нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. La Russie serait menacée de mort par l'Occident. Une rhétorique aux accents de guerre froide, pour faire accepter les conséquences du conflit au peuple russe. Et convaincre toujours plus d'hommes de s'engager sous les drapeaux. Dans la banlieue de Moscou, nous avons rendez-vous avec la mère d'un de ces soldats partis volontairement se battre en Ukraine. Oksana Pestereva consacre tout son temps libre à l'effort de guerre. Qu'est-ce que vous mettez dans la voiture? Qu'est-ce que vous faites? On rassemble de l'aide humanitaire pour nos soldats au front. Il y a des filets de camouflage pour les tranchées, du matériel électrique, des batteries externes pour aménager les abris souterrains. Je fais ça pour qu'on se rapproche le plus vite possible de la victoire et que nos gars reviennent en bonne santé. Son fils, lui, ne reviendra pas. Il a été tué dans les combats, un mois après s'être engagé. C'était le 12 mars. Ça fait 2 ans qu'il est parti. Voilà, c'est mon fils. C'est votre fils? J'ai fait cette vidéo en hommage à sa mémoire. Après sa mort, Oksana a reçu 50 000 € d'indemnité du gouvernement. Elle a fait don de la moitié de la somme à l'association qui distribue ses équipements aux soldats russes sur le front. Avec le reste, elle s'est acheté cette voiture de marque chinoise, sur laquelle elle affiche fièrement son soutien à l'opération militaire spéciale. Venu l'aider aujourd'hui, son ami Boris a lui aussi combattu en Ukraine, avant d'être blessé. En fait, c'est ma deuxième blessure. La première a eu lieu en juin. Au bout de 3 mois, j'ai pu retourner sur la ligne de front. J'étais en première ligne. Là-bas, tout est très difficile. La guerre, c'est comme le film Terminator. J'étais commandant d'une unité d'assaut. J'étais sniper, lanceur de roquettes, de grenades, et je sais aussi soigner les blessés. Mais à peine 2 mois plus tard, j'ai de nouveau été blessé, au bras cette fois. C'est un fragment d'une mine explosive qui m'a blessé. Et celle-ci est beaucoup plus sérieuse. S'il tenait à retourner se battre, ce n'est pas seulement par patriotisme. Sur le front, Boris s'acquittait d'une lourde dette auprès de la justice de son pays. En 2017, il a été condamné à 12 ans de prison pour trafic de drogue. 6 ans plus tard, il faisait partie de ces détenus à qui la milice Wagner est venue proposer un pacte. Quand Wagner est arrivé, ils nous ont dit « Les gars, on a besoin de ceux qui sont prêts à mourir. Si vous n'êtes pas prêts à mourir pour la patrie, alors vous n'avez rien à faire là-bas. » En échange de leur sacrifice, les prisonniers sont amnistiés après 6 mois sur le front. Je me suis donc porté volontaire, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. J'avais déjà beaucoup d'amis qui avaient été mobilisés. En plus, on m'a promis le même salaire que les soldats de l'armée régulière. L'équivalent de 2 000 € par mois, c'est 4 fois plus que le salaire moyen en Russie. Depuis, Boris s'est aussi trouvé sa propre justification à cette guerre. On se bat pour l'ordre moral.
Nous, on est contre la destruction des valeurs familiales, contre la décadence, contre le mariage homosexuel. On ne veut pas de tout ça en Russie. On veut préserver les valeurs traditionnelles. On peut dire que la Troisième Guerre mondiale a commencé, et l'Ukraine n'est que le ring de boxe où s'affrontent l'OTAN et la Russie. Un scénario de film catastrophe, dans lequel Vladimir Poutine endosse une fois encore le rôle du héros. Pour moi, c'est le meilleur leader. Sans Vladimir Poutine, la Russie n'existerait plus depuis longtemps. Et je ne le considère pas responsable de la mort de mon fils ou de la blessure de Boris. Oksana veut nous prouver qu'elle est loin d'être la seule à partager cet avis. Nous la suivons, direction le village de Zvenigorod, à 70 km à l'ouest de Moscou. Regardez ces beaux paysages. Ici, on dit que Zvenigorod, c'est la Suisse de Russie. Dans ce village, de nombreux hommes ont été mobilisés sur le front ukrainien. Bonjour, Dobry dzień, Jérémy. Victoria. Alors les civils restés ici se sont organisés pour les soutenir. C'est votre camion? Oui, c'est notre camionnette. Et pourquoi il y a le logo Wagner sur le camion? Parce que ce sont nos troupes, ils se battent pour la Russie. Nous soutenons les soldats Wagner et nous avançons. Allons-y, je vais vous montrer notre entrepôt. C'est notre quartier général. Victoria en est la responsable. Elle a grandi dans le Donbass ukrainien. Cela fait 30 ans qu'elle a choisi de venir vivre en Russie. Regardez ce petit coin à l'entrée, ça va vous intéresser. Le ton est donné dès l'entrée, hein. Le portrait de Vladimir Poutine, le drapeau, des équipements militaires. On est là pour soutenir l'effort de guerre. Et oui, Vladimir Vladimirovitch Poutine est notre président. Nous le soutenons entièrement. C'est l'hymne de la Russie? Oui. Bon, le portrait de Vladimir Poutine à l'entrée, l'hymne de la Russie en sonnerie de téléphone, il n'y a pas de doute, là, on est chez les patriotes. L'accès aux associations de soutien militaire comme celle-ci est extrêmement rare pour les journalistes étrangers. Nous y découvrons de nombreux cartons remplis de nourriture, de cigarettes et de vêtements chauds. Des dons en provenance des magasins et des habitants des villages alentours, comme cette dame, venue donner l'équivalent de 40 €. Et est-ce qu'il y a des gens qui ne soutiennent pas l'opération spéciale? Ça n'existe pas. Au milieu du local, un étonnant atelier de tissage a même été improvisé. Très fier. Les bénévoles y confectionnent à la chaîne des filets de camouflage qui serviront à recouvrir les tranchées. Vous voyez, nous n'utilisons pas de tissu, mais du polyéthylène. C'est un matériau bien plus résistant. C'est important que ça tienne. D'ailleurs, on a déjà pu les tester au front. Nos gars en sont très contents. Les filets leur permettent de rester à l'abri des drones ennemis. Les retours sont très positifs. Quand le filet est prêt, nous l'emballons de cette manière, avec des bandes adhésives. On écrit le nom du soldat, on y ajoute des lettres et des petites peluches. Regardez celle-ci, son surnom c'est Trump. Donald Trump? Oui, Donald Trump. C'est plutôt un ami ou un ennemi, Donald Trump? Oui, on verra si c'est notre ami. Là, je ne peux pas vous répondre, c'est de la politique. Depuis notre arrivée, un homme qui se présente comme simple bénévole suit attentivement le déroulé de l'interview et n'hésite pas à souffler les réponses à Victoria. Qui est-il exactement? Nous ne le saurons pas. Ah voilà, on me rappelle de vous parler des lettres d'enfants. C'est important pour soutenir le moral de nos soldats. Ils ont les larmes aux yeux quand ils voient les lettres. L'homme a aussi emmené sa fille, Dasha, 10 ans, pour bien nous montrer qu'ici, toutes les générations prennent leur part à l'effort de guerre. Dasha, dis-nous ce que tu as écrit et à qui.
J'écris une lettre aux soldats. Plus fort. J'écris une lettre aux soldats. Qu'est-ce que tu écris dedans? De quoi s'agit-il? Qu'ils sont forts, courageux et intrépides. Tu leur souhaites quelque chose? Oui, de la victoire. Tu écris de ta part? Oui. Tu penses vraiment ce que tu écris, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes autorisés à lui poser quelques questions. Malgré la surveillance de son père, ses réponses sont alors plus nuancées. Avec tes mots à toi, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'opération militaire spéciale? Chacun défend sa patrie là-bas. Est-ce que toi, ça te fait peur, la guerre? Oui. Des gens meurent là-bas. Ça fait peur. Chers soldats, vous nous sauvez et chaque minute, vous risquez votre vie. La guerre, Dasha en parle aussi à l'école désormais. Chaque lundi matin, depuis 1 an et demi, elle et ses camarades assistent à la levée du drapeau dans la cour, chantent l'hymne national et suivent ensuite une leçon spéciale consacrée aux valeurs patriotiques. Vous gardez mon ciel paisible. Je vous en remercie. Comme l'école, tout le pays doit se mettre au diapason de la guerre en Ukraine. Aucune sphère ne doit lui échapper. Pas même le lieu où l'on célèbre d'ordinaire une autre divinité. Nous arrivons au monastère de Savino-Storozhevski. Il est très connu dans la région. Je viens ici chaque semaine. J'y fais des prières pour les soldats que je connais, pour qu'ils reviennent chez eux en bonne santé. Toutes les églises soutiennent l'opération militaire spéciale. En Russie, la proximité de l'Église avec le pouvoir politique est loin d'être tabou. Vladimir Poutine s'affiche régulièrement aux côtés du patriarche Kirill, le plus haut dignitaire orthodoxe, qui fut même un temps agent du KGB, les services de renseignement soviétiques. Alors l'Église joue pleinement le rôle que le pouvoir attend d'elle. Je voudrais vous souhaiter à tous de la force, du courage et de la sagesse. Ces qualités sont très importantes dans l'exécution de vos devoirs militaires. Et gare à ceux qui dévient de la ligne. En janvier dernier, un prêtre a été excommunié pour avoir refusé de bénir la guerre. Cette vision d'un peuple en mission, uni derrière l'Église et son président, Vladimir Poutine la martèle inlassablement. Jusque dans les travées de l'immense parc des expositions, Vedenra. Comme ils sont beaux, élégants et souriants. Merci. Autrefois consacré aux grandes réalisations de l'Union soviétique, il accueille désormais une gigantesque exposition à la gloire de la Fédération de Russie. Cette exposition au cœur de Moscou, c'est en quelque sorte le bilan grandeur nature de Vladimir Poutine après un quart de siècle au pouvoir. Il aurait rendu sa fierté au peuple russe, flatté le patriotisme de toutes les populations et projeté son pays dans le XXIe siècle, un pays prospère où la guerre est très absente, bref, une Russie fantasmée, bien loin de la réalité. Même si aucun stand ne l'évoque frontalement, l'ombre de la guerre n'est jamais loin. Cette guide fait découvrir les atouts du pays à des soldats blessés et amputés au combat. Vous voyez cet objet? Vous savez ce que c'est? L'appareil Iliazarov. Exactement. C'est dans la région de Kourgan qu'a vécu monsieur Ilizarov, le célèbre orthopédiste qui a donné le nom à cet appareil. Ici, elle les entraîne sur un stand futuriste qui permet de se transporter dans une région mythique de la Russie. Avancez, avancez s'il vous plaît. Entrez dans le sas de téléportation pour le Kamtchatka. La patrie russe se veut reconnaissante envers ses courageux guerriers. Ce combattant, originaire de la région autonome de Yamalo-Nenetsy, en Sibérie, va bénéficier d'une visite sur mesure.
On l'a emmené ici, dans le stand de sa région d'origine. Là, ils viennent de l'habiller en costume traditionnel. Nous le prenons en photo devant cette installation qui représente du gaz naturel. Et ils vont lui donner des cadeaux pour le remercier pour ses exploits. Il a perdu le bras gauche sur le front en Ukraine. C'est un gros sacrifice que vous avez fait, vous ne le regrettez pas? Je ne regrette rien, tout va bien. Il n'y a rien à regretter. Vous n'auriez pas peur de retourner au front? Absolument pas, non. Les visiteurs découvrent les différentes régions de leur immense pays, 26 fois la taille de la France, y compris les territoires tout juste annexés à l'Ukraine. La région minière de Donetsk, située dans le Donbass, est désormais sous contrôle russe. La voilà mise à l'honneur avec une animation. Voilà pour vous, c'est un cadeau. C'est un bon anti-stress, ça. Comme si de rien n'était. C'est un jeu pour devenir des mineurs du Donbass? Oui, vous pouvez devenir un mineur et avoir votre propre charbon du Donbass. C'est quoi? C'est pas du vrai charbon, c'est juste un jouet anti-stress. Vous avez grandi à Donetsk et vous habitez maintenant en Russie? Oui, j'ai grandi à Donetsk et j'ai vécu en Russie. J'ai étudié ici, à Moscou, et dès que l'opération a commencé, je suis retournée chez moi pour aider les gens sur place. Cette employée de l'exposition n'est pas ici par hasard. Elle est la fille de l'un des principaux industriels de la région. Mon père est installé là-bas, il a une usine de béton. Et tout ce qui est en train de se reconstruire à Mariupol et dans les autres villes, c'est son entreprise qui s'en occupe. Il participe à ça. Attirer les touristes russes vers ces nouvelles régions. Et pourquoi pas convaincre d'autres curieux, bien plus éloignés ceux-là, de passer à l'Est. Un nouveau média pro-russe basé à Moscou a fait son apparition sur YouTube. Son objectif, inciter les Occidentaux à venir s'installer en Russie. They really care about people here. I'm trying to create this brand, make Russia great again, because it's a beautiful country. Parmi les personnalités mises en avant, ce vigneron français. C'était l'idée pour nous, cette volonté de pouvoir faire avec un raisin local, un rosé qui ressemble un peu au rosé qu'on aime. À votre santé. Il a planté ses vignes en Crimée et appelle désormais ses compatriotes à le rejoindre. Le monde est là, devant vous, ouvrez-vous les yeux, découvrez. Nous avons retrouvé cet expatrié français. À Moscou, Patrice Lelanne possède une quinzaine de boutiques de vin. Regardez, dès l'entrée, le ton est donné. Bonjour Patrice. Bonjour Jérémy. Merci de nous accueillir dans votre boutique. Avec plaisir. Tout ça, c'est du vin français ou du vin russe? Non, c'est du vin russe. Ici, on a dans cette boutique, et dans ce type de boutique, on a essentiellement, on est à 100% quasiment en vin local, donc du vin de Crimée et du vin de Russie. Donc là, on est sur la région de Bakhchissaraï. Là, on est sur la région de Balaklava. Et c'est là que vous avez vos vignes, vous-même? Exactement. En Crimée? Nos vignes en Crimée. On a 80 hectares de vignes en Crimée. Vous les avez plantées en quelle année? On a commencé à planter en 2021. Donc vous êtes arrivé en Crimée après l'annexion de la Crimée par la Russie, ou pour vous peut-être le rattachement de la Crimée à la Russie? Oui, exactement, okay. Exactement. Ça vous a pas dérangé, vous, de planter des cépages français sur cette terre disputée, si ce n'est annexée par la force par la Russie? Non. J'aime bien comme vous tournez les questions. Mais non, ça ne m'a pas dérangé. On est 2 ans après le début de la guerre. On n'en croise plus beaucoup des commerçants français. Vous avez fait le choix de rester. Vous vous définissez plutôt comme un traître ou comme un résistant? Bon, commerçant, je suis un fermier. Je fais du vin. J'ai des terres, il faut les cultiver, il faut faire des produits. Donc, il n'y a pas de considération d'être l'un ou l'autre. Est-ce qu'on peut encore faire du vin, du business, sans se soucier de politique et de la guerre qui est quand même tout près ici? Alors,
Guerre, c'est un mot, c'est le mot utilisé en Europe. Vous l'employez pas? Non, pas forcément. Il s'agit de quoi? Une opération spéciale. Faire du vin dans ces conditions-là, on n'a pas le choix. On a le choix. Oui, les Français qui sont partis ont eu la possibilité de quitter la Russie. Ils ont pu partir. Vous auriez très bien pu vous dire, ce n'est pas acceptable, je pars. Donc c'est un choix. C'est un choix, ouais. Dans ce sens-là, c'est un choix où je ne me suis pas dit, ce n'est pas acceptable et je continue à faire ce que je dois faire. On peut déguster un vin pour essayer de voir? Ok, allons-y. On va goûter un Riesling entièrement fait en Crimée. À l'aveugle, il n'a pas de nationalité. Ça reste un Riesling, tu vois. Ah oui, là par contre, si vous ne me dites pas qu'il n'est pas français, pour moi c'est du Riesling. C'est frais, c'est ça l'avantage. Est-ce que vous avez perdu des amis en France qui n'acceptent pas votre choix d'être resté ici malgré la guerre? Non. Personne ne vous pose des questions sur ce choix? Non, soit on n'a pas osé, soit les amis que j'ai sont les amis que j'ai. Alors après, chacun a ses positions, je veux dire par là, mais non. Et vous arrivez à en parler avec eux ou vous évitez la discussion? Non, c'est pas qu'on évite la discussion, c'est qu'on n'en parle pas. Ça, c'est pas à moi de le juger. Comme Patrice Lelanne, ils sont encore 3300 Français à vivre en Russie, contre 5000 avant la guerre. Alors que s'approche la fin de notre voyage, dans cette Russie acquise à Poutine, une question demeure. Quelle est la liberté de parole de ces citoyens russes qui nous ont ouvert leurs portes? Si aucun d'entre eux ne nous a été présenté par les autorités, le doute persiste. Tant la répression qui s'abat sur les opposants s'est durcie depuis 2022. Le plus célèbre d'entre eux, Alexeï Navalny, l'a payé de sa vie le 16 février dernier. Sa mort soudaine, alors qu'il était emprisonné dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, a ému le monde entier. En Russie, des milliers de personnes ont osé défier le Kremlin en se rendant aux obsèques de l'avocat devenu l'icône de la résistance à Vladimir Poutine. Un mois après sa mort, ils sont encore nombreux à se rendre chaque jour au cimetière où il est enterré. Un dernier hommage sous étroite surveillance. Bon, évidemment, ce lieu de rassemblement, c'est une épine dans le pied du Kremlin qui, du coup, surveille tous ceux qui viennent se recueillir ici. Il y a des caméras tout autour de la tombe d'Alexeï Navalny. Et nous aussi, journalistes, on a l'interdiction d'entrer avec la caméra. Par contre, on a le droit de filmer l'intérieur avec notre téléphone. Malgré les risques, certains acceptent de nous confier leur opinion. C'est une tragédie qu'il soit parti. J'ai beaucoup de respect pour lui, il m'a inspiré. C'est un héros, on le voit comme ça, un véritable héros pour notre pays. Aujourd'hui, si tu n'es pas d'accord avec Poutine, alors tu n'es pas patriote. Mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. Prenez, Alexeï Navalny, pour moi, c'est un vrai patriote. Cela ne fait aucun doute. Si lui n'est pas un patriote, alors qui peut dire qu'il l'est? On voit bien qu'on n'est pas seul. On est nombreux. Regardez sa tombe, toutes ces fleurs. On était comme assoupis, on avait peur de nous exprimer. Mais après ça, on ne peut plus rester silencieux. On va devoir se faire entendre. Quelques notes d'espoir. Et pourtant, la machine répressive poursuit son œuvre. En 3 mois, plus de 1000 personnes ont été arrêtées lors de rassemblements publics. Le plus vaste pays du monde se recroqueville chaque jour un peu plus sur les seules vérités autorisées. Le prix de la survie pour Vladimir Poutine, qui pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2036.